Et en discutant avec Amélie, on cherchait un truc un peu Vegas. Elle a dit on peut se déguiser en boule de facettes. Comme ça, pas mal. On trouve un déguisement de boule à facettes. Boule à facettes. Et on se promène dans le salon comme ça, avec marqué juste... Incontournable, Calam. Non, elle avait trouvé la bonne phrase. Elle avait dit notre métier, c'est de faire briller les juristes comme une boule à facettes, faire briller. Et j'ai dit making legal shine. En anglais, la fonction, ça s'appelle the legal, like legal, making legal shine. Bonjour à toutes, bonjour à tous, les illuminés du droit. Qu'est-ce qu'il se cache derrière ce titre évocateur? Déjà, une alliance entre Open Law, le droit ouvert, le groupe L'Ami Liaison, pour vous présenter des portraits de juristes qui sont peut-être illuminés, mais surtout qui illuminent le paysage de l'industrie du droit. L'idée derrière, ce sont des gens qui n'ont jamais fait de droit et qui arrivent dans cet superbe univers pour développer et mettre au service du droit leur talent. Ce sont aussi des gens qui étaient dans le droit et qui ont décidé de faire autre chose ou de faire autrement du droit. Et donc, dans cette galerie de portraits, pour démarrer, il fallait que je reçoive d'abord quelqu'un qui a beaucoup plus de compléments capillaires que moi, mais qui en plus est un Anglais qui fait du droit en France alors qu'il pourrait gagner beaucoup plus d'argent en Angleterre. Jonathan Williams, bienvenue. Merci Stéphane. Alors Jonathan, vous êtes COO de Calam The Legalops Company. Exactement. J'allais dire The Legalops Chime, mais c'est pas ça. Non, effectivement, je suis CEO de... C'est un très grand titre. On choisit ses titres quand on est dans une petite boîte, c'est l'avantage. C'est un très gros titre. Mais oui, je travaille aux côtés d'Amélie Calam depuis les tout débuts du projet Calam. Alors, projet qui a 7-8 ans 5 ans, 7 semaines. Ah oui, grande fête. Je n'ai pas été invité d'ailleurs. Mais c'est pas grave, on viendra. On va reprendre votre origine un petit peu sud de l'Angleterre, fait pour faire du droit. Alors, c'est vrai que là, quand on annonce qu'on va faire du droit à ses parents, on est beaucoup plus fiers qu'en France, je crois. Je pense que les parents sont tout aussi fiers des deux côtés de la Manche. C'est vrai que dans ma famille, il n'y a pas eu beaucoup d'universitaires, pas beaucoup de gens qui ont poursuivi un parcours universitaire. Mon grand-père, à la sortie de l'armée, a pu bénéficier des aménagements. Il était beaucoup plus vieux que ma grand-mère. Et donc, il était le premier de la famille. Mon père n'était pas juriste, n'était pas avocat. Je n'avais pas d'attirance particulière pour le milieu, si ce n'est l'attirance que j'avais naturellement, en regardant autour de moi la culture, le cinéma, le théâtre, la littérature. C'était quelque chose qui m'avait énormément attiré. Je voulais absolument être barrister. Barrister avec la perruque, comme on voit au cinéma. Exactement. Et de plaider au quotidien et de faire du fancy dress, de me déguiser au quotidien et d'aller plaider. Mais pour une belle cause. Et pour une belle cause. Finalement, la plus belle des causes, d'être du côté de la couronne d'Angleterre. J'étais l'un des procureurs de la couronne de feu Sa Majesté Elisabeth. Et j'étais au parquet de Portsmouth, dans une portuaire, et puis de Londres, dans une partie assez défavorisée, comme on dit, de Londres. Tu es parti, alors j'ai compris, donc les jeunes Anglais allaient faire leurs études très loin. Tu étais à Exeter, tu aurais pu voir des Bretons quand même, des gens qui sont super sympas, de l'université de Rennes. Oui, ça aurait pu se faire. On est jumelé avec Rennes, donc naturellement la fac est très, très liée également. Mais oui, honnêtement, les Anglais ont plutôt tendance à s'éloigner dans la mesure du possible du domicile parental. Et Liverpool pour le rock? Et pour moi, c'était facilement, il me fallait une ville avec de la musique, un peu d'ambiance, beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes comme moi, et si possible un peu de foot. Et voilà, le choix était très vite fait. C'était ça, Manchester, donc voilà. Liverpool plus sympa. Alors, cette carrière et ces études, avec un passage à la Sorbonne déjà, parce que je m'étonne toujours de la qualité de ton français excellent. C'est gentil. Non, en fait, la qualité de mon français, tout le respect que je dois à l'institution qu'est la Sorbonne, je ne dois rien de mon français à la Sorbonne. C'est surtout mes parents, à défaut d'être francophones, étaient francophiles.
D'accord. Et quand ce qui pour des Anglais. Ce qui est pour des Anglais, soit c'est plutôt on porte les armes et on reprend Calais, soit on s'installe, on fait les vacances. Voilà. Et nous, c'était plutôt les vacances sur la côte ouest. Et ils m'ont proposé, quand j'avais 14 ans, de faire une colonie de vacances, pensant à la possibilité d'être le seul Anglais de 100 km à la ronde avec les Françaises pour moi. J'ai dit oui, obviously. En arrivant, j'ai appris que c'était pour éplucher des patates et couper des oignons dans la cuisine. Ils m'avaient un peu vendu en esclavage auprès de leurs amis qui tenaient la cuisine. Ton premier stage ouvrier? Dans mon premier stage ouvrier, qui était 8 semaines en immersion totale dans une cuisine, dans une colonie de vacances à Saint-Lunaire. Chic, et j'ai fait cuisine ça, chic quand même. des patates et des spaghettis bolognaises principalement, comme toutes les colonies de vacances. Et j'ai fait ça 3 étés de suite, 8 semaines d'immersion, et c'était plié. La Sorbonne m'a appris la rigueur intellectuelle, le plan. Un plan en 3 parties, non. Et je prenais des gifs, des charges de TD. Voilà. Comme à Paris 2, on pourrait les fusionner. C'était un échange qui était fait avec le barreau de Paris à l'époque? Non, ça c'était Sorbonne, Erasmus classique. Et puis j'ai appris, quand j'ai commencé au barreau de Londres, j'ai appris qu'il y avait effectivement un échange avec le barreau de Paris. Et je me suis inscrit, c'était formidable. On est venu, on a été admirablement bien reçus par le barreau de Paris pendant 4 semaines. J'étais avec un pénaliste, avec Benoît Chabert. Et j'ai passé un mois incroyable à lui suivre, à faire ses dossiers avec lui. C'était à l'époque de l'ancien palais. Je commence à vieillir, donc je commence à dire des choses à l'époque, l'ancien palais, la buvette, c'est plus ce que c'était, etc. Mais c'était vraiment intéressant, c'était passionnant. Et j'ai découvert des différences qui m'ont bousculé. En Angleterre, on siège de 10h à 16h avec un petit débordement vers 17. Des nocturnes au palais. On nous avait sorti de la buvette l'après-midi, on a dit on ferme, merci. Et on a fini à 1h du matin. Oui. Ça, même dans le Nouveau Palais, c'est pareil. Oui, exactement. Il y a des choses qui changent pas. Et c'est moins sympa autour, quand même, pour aller dîner. Le passage, en fait, pourquoi partir barrister, arriver chez Gide en arbitrage? Alors, arbitrage assez naturel, discipline internationale, mais... Je pense que c'était juste ça. Donc, donc après l'échange, j'avais décidé, j'adore ça, je veux faire ça, je reviens m'installer en France. Donc, on a déménagé, on s'est installé à Paris. Et puis j'ai commencé à chercher. J'avais fait des emails aux gens que j'avais rencontrés pendant l'échange, et j'avais fait un email au premier en disant j'ai vu que tu es barrister à Paris, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se passe pour machin, est-ce qu'on peut, on peut dîner? Il a répondu en me disant j'ai pas vraiment le temps de dîner, mais si tu as ton CV, je veux bien. Et il avait un dossier qui commençait la semaine prochaine, il avait besoin de quelqu'un. Ah oui, comme en Angleterre, là. 15 jours plus tard, j'ai commencé chez Gide. Et c'était aussi pour le bon vin et la musique? Aussi, je ne veux pas dire surtout, mais j'ai déménagé sans travail. Donc, je venais pour j'ai trouvé du travail, c'était un bonus à la fin. J'étais un peu attiré, d'accord, ok. Parce que c'est vrai que quand on regarde le marché du droit en Grande-Bretagne et le marché du droit en France, même Calam qui a des solutions peut-être plus pour les entreprises quand même que pour les avocats, vous avez quand même un contraste de discussion budgétaire. Je crois que vous vous occupez de l'international chez Calam, donc je pense que les discussions rapportent pas le même nombre de zéros pour chaque budget. Et effectivement, donc nous on accompagne effectivement et les cabinets et les entreprises. Le split en ce moment c'est plutôt 90-10 entreprises-cabinets. Ça change avec l'arrivée de l'IA générative. Je pense que le marché est un driver énorme de ce que nous faisons. Les Legal Ops, c'est vraiment la chose qui permet de gérer le legal comme un business unit à part entière. Ce qui est dans la culture anglo-américaine depuis très longtemps, en fait. Absolument. Et pour cette raison, pour la raison que tu viens d'évoquer, c'est très très cher. Les juristes coûtent extrêmement cher aux États-Unis. Un juriste en début de carrière en bon cabinet un peu high profile, le Gide américain, il va toucher 200 000 balles. Et en entreprise, ce sera la même chose, en fait. La même chose, ils sont obligés de concurrencer. Donc, on a un avocat, pendant nos clients, par exemple, des DJ des entreprises du CAC 40, ont des N-3 qui gagnent plus qu'eux. Parce que pour faire concurrence aux cabinets américains qui sont en mesure de proposer une rétrocession, une rémunération qui est de l'ordre de 500K en 6e, 7e année, forcément, si on veut ces talents-là au sein de l'entreprise, il faut les payer.
Et donc le marché est tiré vers le haut. Et ça fait quoi? Ça fait qu'il y a du budget qui est là pour améliorer l'efficacité de ces personnes. On revient un petit peu en arrière, la période de Gide, en fait, vous y restez 2-3 ans, et vous partez, alors que quand ça marche bien, pourquoi on part? Moi, je suis arrivé chez Gide pour apprendre, principalement pour apprendre, et j'avais une activité plaidante auparavant. Et assez naturellement, arrivé sur divorce arrive à Siemens, plusieurs milliards, des trucs d'État, les trucs secret défense. Forcément, ce n'était pas moi qui plaidais. Et j'ai voulu retrouver cette activité. Et donc, j'ai décidé de rejoindre une boutique qui s'appelait à l'époque Betto Seraglini pour avoir cette opportunité-là, pour plaider mes dossiers pour être en nouveau, première ligne assez rapidement. Et pour prendre la parole. C'est parfois un peu frustrant si on aime ça. Et si on a une certaine facilité. Oui, puis c'est ce que vous aviez fait en Angleterre en plus. Donc, exactement. Donc d'être assis derrière d'autres personnes qui n'ont pas forcément ce lourd passif de pénaliste, c'était parfois frustrant. Donc j'ai changé pour avoir ça, je l'ai retrouvé. C'était une intensité assez classique dans le milieu. Et j'avais des jeunes enfants à ce moment-là, deuxième qui arrivait. Et donc j'ai voulu voir la vie différemment et être en avance des jeunes pères. Vous étiez déjà un jeune père à l'époque. Hein. Exactement. J'espère que je le suis encore, mais... Il paraît qu'on le reste et que c'est un état d'esprit, mais vous verrez, c'est un petit peu plus dur. Tout a changé. Maintenant, j'ai les WhatsApp de ma grande qui dit « Ah non, je veux pas ». Enfin, ça change très très vite. Ça change plus vite que les directions juridiques. Démarrage de Calam, alors très vite, du coup, j'imagine, l'international, mais avec des coups de démarrage qui sont assez compliqués et une histoire cocasse de votre premier clock. Donc, le rassemblement international. Le rassemblement des League Clubs. Oui, on a qui à l'époque était qu'aux États-Unis en plus. C'était qu'aux États-Unis. Maintenant, j'y reviens. J'étais avant-hier pour Clock et Mer. Ils ont mal choisi ou ils ont bien choisi l'agenda derrière le Legal Geek. Exactement. Ils ont choisi parce que tous les vendeurs arrivent de. D'accord. Il reste une semaine là-bas. Un petit week-end et puis ils repartent. Bon, l'année prochaine, on ira. Cette semaine et puis là, c'est un mois entier à Londres. Pas mal. Donc on a donc Calam lancé. Les premiers clients arrivaient très rapidement. Tout marchait très bien. Il y a eu un petit trou Covid comme pour beaucoup de gens. Mais on était très rapidement sur une très belle courbe de croissance. Et la partie internationale, pour des raisons évidentes, Emily me les a confiées rapidement. On a regardé pour Clock, qui est un énorme salon. 5000 personnes à Las Vegas, enfermées dans un hôtel pendant une semaine. Des workshops. Des plénières. C'est vraiment très bon niveau technique. Très bon niveau technique, que ce soit en e-discovery, intelligence artificielle. C'est vraiment des gens, c'est des machines de guerre, des solutions très sophistiquées. Il y a beaucoup d'éditeurs français qui y sont également, bien sûr. Et on a regardé pour y être. Et j'avais demandé un devis. Heureusement que j'étais assis quand je l'avais reçu. C'était quelques dizaines de milliers d'euros plus la TVA. Enfin, c'était vraiment hors de prix. Et en discutant avec Amélie, on cherchait un truc un peu Vegas. Et elle a dit, on peut se déguiser en boule de facettes. Comme ça, pas mal. on trouve un déguisement de boule à facettes. Boule à facettes. Et on se promène dans le salon comme ça, avec marqué juste... Incontournable, Calam. Non, elle avait trouvé la bonne phrase. Elle avait dit, notre métier, c'est de faire briller les juristes, comme une boule à facettes, faire briller et j'ai dit, making legal shine. En anglais, la fonction, ça s'appelle the legal, like legal, making legal shine. Et donc, plutôt que des déguisements boule à facettes, ça rentre pas dans la valise. Donc, on a fait faire, je me permets... Le fameux blouson qui fait toujours rêver et que je n'avais jamais vu. Making legal shine. Ah ouais. Et c'est vraiment... Donc, mes excuses auprès des associations de défense des droits des mermaids. Oui. Les sirènes. Les sirènes. Ouais. Ah, 3 sirènes sont... Voilà. D'accord. Donc... Making Legal Shine. Et ça coûtait cher, cette blague, mais c'était beaucoup moins cher que... en tout cas, ça a laissé une image, puisque après, on vous avait eu dans les rendez-vous des transfo-droits et tout. J'imagine le nombre de gens qui ont dû vous demander un blouson et pour lesquels vous avez dit peut-être que vous aurez un jour un mug, mais c'était une idée quand même assez géniale. Il y a 5 personnes, qui ont eu droit à leur blouson. Je tairai les noms pour des raisons évidentes, mais il s'agit bien évidemment des clients Calam.
Ah, normal. Alors, cette aventure, si vous le comparez, parce que quelquefois des jeunes, notamment dans le DU Transformation digitale du droit et Legal Tech, se posent la question, il y en a qui viennent et qui vont plonger dans l'univers des Legal Tech, c'est à peu près 50% des étudiants, et puis il y en a d'autres qui reviennent au métier d'avocat, on a un accord avec l'EDAC, donc ils se disent, j'en ai un peu chié pour devenir avocat, je vais aller jusqu'au bout. Vous avez quel recul là-dessus? En plus, vous avez vu la machine judiciaire anglaise qui a énormément évolué. Moi, j'ai des souvenirs de Legal Geek avec le ministre de la Justice racontant en fait comment on pouvait aller déposer une plainte au commissariat et de manière digitale, comment ça changeait les choses. C'était dément. Et du coup, ce choix que vous avez fait, en fait, qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de moins sympa? C'est pas vraiment un choix. Je reconnais dans ce que tu décris des étudiants, des gens qui disent... j'en ai chié pour devenir avocat. Enfin, moi, je le suis resté. Tous les ans, je renouvelle. Et toujours ton inscription au barreau de Londres, oui, bien sûr. Oui. Ça m'a coûté beaucoup d'argent, de temps, d'énergie, de détermination. On est 5000 tous les ans à tenter notre chance. Il y a 200 places tous les ans. Ah oui. Et moi, j'ai été retenu au concours pour être proc. On était un peu moins de 4000 qui ont passé les premiers tests. Et la promo, il y en avait 40. Est-ce que c'est un peu comme aux États-Unis, c'est-à-dire le passage par le proc te donne un accélérateur pour la suite des événements ou... Beaucoup moins qu'aux États-unis. D'accord. C'est beaucoup moins prestigieux. J'aurais dû dire oui, bien sûr, c'est le truc le plus prestigieux. Non, c'est juste la chance, la vie est faite de chance. Et c'est l'échange du barreau de Paris, le hasard, le gide. Voilà, c'est surtout ça. D'accord, ok. Mais je dirais aux étudiants qui se posent la question, si vous aimez le droit, la pratique du droit, et le barreau, c'est ce qui vous fait vibrer, n'hésitez pas, il n'y a rien d'autre. Rien ne vaut cela. En revanche, il y a beaucoup d'autres choses dans la vie. Et il y a des choses comme ça, des discussions passionnantes, des plénières, des occasions de parler devant... j'ai parlé à Legal Geek la semaine dernière, ils étaient 800. Il y a des choses où on peut faire des choses. Et alors pour le coup, on n'est pas limité. Exactement. J'ai vu le patron de Brighter qui faisait son spicy... hot sauce. Oui. Michael, il aime bien le hot sauce. J'ai pris une bouteille. Ah oui. C'était pas assez piquant, mais... Non, c'était... Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de manières d'exercer. Ouais. En Angleterre, on n'a pas la distinction barreau-entreprise, juriste-entreprise, donc tout le monde est avocat. Donc qu'on soit pour moi, qu'on soit au barreau ou en entreprise, c'est la même chose, parce que c'est la même chose en Angleterre. Le côté business, j'adore. Juste avant d'arriver ici, je suis au téléphone avec un retailer anglais. On discutait d'un flux de travail pour... 30 000 personnes qui vont se servir de ce petit bouton, ils vont cliquer dessus pour générer des contrats, des milliards de... C'est des choses extraordinaires. Et la tech, les Legal Ops vous donnent accès à cela à une vitesse accélérée, puissance 1000. Ouais, du coup, est-ce qu'on doit faire l'opposition entre la maison de luxe qui serait celle de l'avocat et la maison un peu industrielle, donc il faut un peu aimer ces grands nombres, cette utilisation de la tech, qui fait qu'un avocat tradi classique serait peut-être un peu malheureux, ou il n'y a qu'un Anglais pour trouver ce bonheur, ou un Balaire. C'est un peu... Non, c'est vraiment... Donc là les solutions sur lesquelles nous travaillons, les choses que nous mettons en place, oui, c'est un déploiement industriel pour la suite, mais ce n'est pas nous qui le faisons. Nous construisons la machine, nous construisons la complexité, et nous travaillons avec les dirigeants aux strates les plus élevées de l'entreprise. Donc c'est vraiment des strates qu'on ne voit pas avocats avant 10 ans de carrière. Parce qu'il y a toujours l'hiérarchie, l'associé qui voit les clients, c'est moi qui plaide, c'est moi la stratégie, machin. Pauline, qui est dans notre équipe, elle a une expérience elle va sur le mid-level, elle est 4 ans, 5 ans. Et elle fait des calls en one-to-one avec des DJ, des grosses boîtes françaises. Donc c'est elle qui fournit un input, c'est elle qui me dit je pense qu'on devrait faire ça. Elle est vraiment écoutée, elle est vraiment au plus près des choses vraiment que moi je n'avais pas vues en 10 ans de carrière côté c'est soit cette possibilité, soit ce que Julia
Pironelli, qui a monté son cabinet dans le Sud et qui passe dans l'émission, a aussi fait en étant entrepreneur, mais en direct, avec peut-être un petit peu plus de G, parce qu'elle est toute seule. Vous, au moins, il y a la grande famille. Alors, en plus, ça a l'air d'être très familial chez vous. Hein. Oui, exactement. Non, on est une... J'aime pas forcément la terminologie fratrie, grande une tribu. La famille, on choisit pas sa famille. La partie dans laquelle on est, en tout cas, on choisit pas. Ouais. On choisit sa famille plus tard, en s'installant, en faisant des enfants, etc. Ou pas. Mais une famille, pour moi, c'est autre chose. C'est plutôt l'équipe de sport. C'est une équipe, tout le monde doit être à un niveau de performance élevé. Et un coach, Émilie en l'occurrence, le manager, enfin, qui dit ouais, ça c'était bien, c'était moins bien. La patronne, la passe D, c'était bien. Il y a des choses comme ça qui... Mais oui, on a de la chance. On a de la chance. C'est une culture qui s'est construite sur les dernières années. Pas toujours évidente, bien sûr. Mais je reconnais que dans ma carrière, avec toutes les personnes que j'ai échangées, etc., l'équipe Calam, c'est l'équipe de loin la plus soudée et la meilleure avec qui j'ai pu bosser. C'est une chance. Quel beau moment pour finir. Alors pour finir, pas entièrement, parce que je voudrais absolument, vous nous avez fait le plaisir de venir avec votre perruque. Donc avant qu'on se sépare, Jonathan Williams, et que je puisse vous remercier et de venir partager ce bonheur, je voudrais vous faire revenir un petit peu en enfance. Alors moi, je m'attendais en plus à voir une grosse boîte plutôt chic, avec écrit Sir Jonathan, enfin pas Sir, Jonathan Williams, Sir c'est pour demain, mais en tout cas, c'est Quality Street. Donc nous avons effectivement une tradition. Là, tu peux la sortir parce que... Beaucoup de traditions. Cette tradition est une tradition familiale. C'est le boîte de bonbons de Noël. Chaque famille anglaise. Chaque famille a sa boîte. Noël, on a une petite mais boîte. même en France, en Bretagne. Même plusieurs, oui, exactement. Et quand on devient barrister, on a un certain nombre d'accessoires qu'on est obligé de porter pour plaider devant la cour, dont une perruque. La perruque, traditionnellement, se loge dans une boîte à perruques, qui est un accessoire qui se vend à quelques centaines d'euros et qui est peint à la main, une laque noire et des lettres en or peintes par un artisan. J'étais pas trop loin alors. Avec le nom du barrister, Mr. J.D. Williams Esquire. Wow. Et le Esquire à la fin, c'est ce qui signifie l'appartenance au barreau, également aux États-Unis, si vous voulez, le SQ à la fin. Et traditionnellement, c'est les parents qui offrent au barrister. Oui, comme la robe en France, en fait. Qui est offert par le patron ou par... donc mes parents n'ayant pas à l'époque ces moyens-là, ils m'avaient à la place offert une boîte de Quality Street. L'avantage, c'est que ça contenait des Quality Street. Et c'était beaucoup plus robuste. Oui, parce que ça voyage bien, en fait. Ça voyage bien. Et ça me permettait de trimballer. Pardon. Ça me permettait de trimballer. Alors, ce sont des vrais cheveux, en fait. C'est du crâne, c'est une crinière de crâne cheval. D'accord. Qui est une tradition qui remonte au XIIIe siècle. Le barreau remonte au XIIIe siècle, les Templiers. Et ça, c'était à la mode, au XVIIe, je pense. Je pense que ça on tient du XVIIe. Et la tradition veut qu'on identifie les barristers, leur seniorité avec l'état de leur perruque. Ah oui, plus elle est usée, c'est comme les robes, 3 robes avant de mourir. Exactement, mais une seule perruque sur la carrière. Et ça devient de plus en plus effrité, on est obligé d'agrafer parce qu'il y a les petits bouts qui tombent, etc. Et donc, ce qu'on fait, on paye ça 1000 balles, ça coûte assez cher. On fait notre cérémonie d'appel au barreau, et puis on va dehors et on le met par terre, on met le pied dessus, on le piétine un peu pour pas que lundi matin. Et on ne peut pas racheter celle des morts C'est horrible ce que je dis. Non. Et puis si on devient juge, on change de perruque. On change de perruque, d'accord, ok. Et c'est pour ça que, parce que moi je vous ai connu les cheveux courts maintenant. Ça me mentait. J'avais les oreilles froides, ça faisait froid aux oreilles. Et puis il y a la petite bavette, des choses qui ne sont pas très différentes. Ça, on a ça en France. Et puis un col cassé, on démonte. Ah oui, comme les prêtres. C'est un col cassé, on démonte le col du jour. On met le col cassé, on plaide et puis on ressort. Oui, ça permettrait une certaine élégance. Mais l'avantage que vous avez en France, c'est que la robe ferme devant.
Oui, mais l'inconvénient, c'est que certains sont en t-shirt, enfin, je vais faire vieux con, mais en t-shirt dessous, et je trouve ça, voilà, j'ai un petit peu de mal. Mais je porte mes Nike, voilà. je vais faire profil bas. Finalement, je vais peut-être essayer d'aller en Grande-Bretagne, je ne suis pas au bon endroit. Si, je suis au bon endroit, Avec parce que plaisir. je vous ai reçu, et c'est vraiment un Avec grand bonheur. plaisir. En plus, on doit faire ça depuis un temps infini, ça a été remis Ravi 4 fois. pu, Donc la chance pour l'ami Liaison qui nous accompagne maintenant dans ce programme avec Open Law. Et alors, Illuminé du droit, je ne sais pas si vous aimez pas. Bah, j'aime bien. Et en tout cas, vous le faites très différemment. Un grand merci, et puis donc, on embrasse Émilie, et on espère que ça te plaira. À très bientôt, au mois prochain.